Ok, bonsoir à tous. Donc merci d'être venus pour cette soirée consacrée à Helm. Je vais commencer, si j'y arrive, par me présenter. Je m'appelle Pascal Leméraire. Je travaille chez Orange Labs à Rennes. Je suis développeur dans une équipe qui crée des logiciels de cybersécurité. Et en dehors de ça, je contribue à l'animation d'événements autour du software craftsmanship, que ce soit des meet-up ou une conférence qui a lieu une fois par an à Rennes depuis l'année dernière. Donc ce soir, je vais vous parler de Helm, qui est un langage fonctionnel qui a la particularité de se compiler en JavaScript. Ça produit du JavaScript pour le navigateur. Et pour illustrer ça, j'ai créé une petite appli toute simple, mais avant de ça, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'utilise Helm. En fait, c'est un langage qui, je trouve, a énormément de qualités. Il a aussi quelques défauts, bien sûr. Mais dans les principales qualités que j'y vois, il y a le fait que ça produit des applications robustes. On n'aura jamais d'erreur en production. On n'a pas d'exception ou de choses comme ça sur une appli Helm. Il y a un autre point, un autre atout du langage qui est apparu de façon flagrante quand j'ai commencé à en faire dans un cadre professionnel, c'est que ça réduit mon niveau de stress. J'ai confiance dans les applis que je produis et je suis sûr d'introduire beaucoup moins de bugs et du coup le niveau de stress baisse fortement. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi, ou plutôt comment ça se fait, comment on arrive à ça. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans son code, dans ce qu'on produit. Comment est-ce qu'on améliore notre productivité de façon significative aussi. C'est quelque chose qu'on constate au quotidien. Et puis quelque chose qui est peut-être le point le plus fort à mon avis du langage, c'est le fait qu'il nous aide à produire des applications qui vont être maintenables dans le temps. Même si l'appli grossit, vieillit, etc., qu'il y a des gens différents qui passent dessus, on sait qu'elle va rester facile à maintenir. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres technos qu'on a utilisés par le passé. Et donc, pour illustrer un petit peu mon propos, j'ai créé une petite appli pour ce talk. Donc, je vais essayer de la retrouver. Hop. Je vais vous la présenter. Alors, c'est un truc vraiment très très simple. Là, peut-être zoomer un petit peu. Non, je sais pas, on va voir. Donc, j'ai fait une appli qui permet de faire des recherches parmi une base de données de films. Donc, on interroge un service en ligne. Et donc, si je tape le titre d'un film, évidemment, j'ai une erreur de communication parce que j'ai perdu le Wi-Fi. Et là, ça va pas être drôle. Hop, parce qu'il y avait un mot de passe un peu compliqué tout à l'heure. Voilà. Donc on va recommencer. Non, c'est bon ou pas? Voilà. Je sais pas si je l'ai. Ouais, c'est bon, ça marche. Pas besoin de rentrer le mot de passe, j'ai de la chance. Voilà, donc quand je tape le titre d'un film et on retrouve le film en question, il m'affiche l'affiche et le titre du film. Donc c'est tout, ça fait pas plus que ça pour l'instant. Je vais vous expliquer par contre comment j'ai pu créer ce truc-là, comment est-ce qu'on va coder une appli de ce type-là en Helm en fait. Et alors avant de rentrer dans le code, je vais vous donner quand même quelques éléments de syntaxe, parce que la syntaxe est un peu inhabituelle pour des gens qui, comme moi auparavant, avaient fait que des langages dont la syntaxe dérive du C, grosso modo, Java, JavaScript, etc. Donc là, la syntaxe de Helm, elle dérive d'un langage qui s'appelle ML, qui est un langage qui a été créé en 1973. Et donc il y a des descendants de ce langage que vous connaissez peut-être, comme Haskell ou OCaml, des choses comme ça. Donc c'est une syntaxe qui est un petit peu déroutante au premier abord, notamment parce qu'il n'y a pas de parenthèse pour séparer les noms des fonctions de leurs paramètres. Si j'écris une fonction de multiplication, multiply prend deux paramètres nommés A et B, et la valeur de retour, c'est ce qui est après le signe égal, donc ce sera A fois B, évidemment.
Si j'écris une fonction double qui prend un seul paramètre et qui fait une multiplication par 2, ben cette fonction double, sa valeur de retour, c'est un appel à multiply avec les paramètres c et 2. Et je peux ajouter des annotations de type. Donc les annotations de type, c'est les signatures, on va dire, en Helm. Donc on répète le nom de la fonction, juste au-dessus. On met 2 points pour bien dire, voilà, ça c'est le type de retour, c'est le type de cette fonction, ou plus exactement son annotation de type. Donc là, par exemple, multiply prend un entier en paramètre, puis un deuxième entier, et renvoie un troisième entier. Ce qui est après la dernière flèche, c'est le type de retour de la fonction. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais il y a des bonnes raisons à ça. Je ne veux pas rentrer dedans, c'est des histoires de programmation fonctionnelle. Ça permet après des constructions assez élégantes. Enfin, qui sait ce que c'est la curification? Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, ça va permettre de faire de la curification, c'est-à-dire de figer les valeurs de certains paramètres. On pourrait dire, je fais une fonction dans laquelle j'ai prédéfini la valeur d'un des paramètres grâce à ça. Donc double, ici, prend un entier en paramètre et renvoie un deuxième entier. Helm, je vous ai dit, c'est un langage fonctionnel. Donc, qui dit langage fonctionnel dit fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui renverra toujours la même valeur si on l'appelle avec certaines valeurs d'entrée. Si on donne certains paramètres, on aura, pour ces paramètres-là, toujours le même résultat. Et la deuxième caractéristique des fonctions pures, c'est qu'elles n'ont aucun effet de bord. Une fonction pure ne dépend pas d'une variable qui lui serait externe, une variable globale ou autre. Et de même, elle ne peut pas agir sur quelque chose qui est externe à la fonction. Elle dépend uniquement de ses paramètres d'entrée, et c'est tout. Et elle ne peut produire qu'une valeur de retour. Alors par contre, une fonction pure, ça renvoie forcément une valeur. Ça ne peut pas ne rien renvoyer, puisqu'elle ne peut pas agir sur quelque chose de global. Donc forcément, elle renvoie quelque chose. En Helm, toutes les fonctions sont pures. De même qu'en Helm, tout est immuable, il n'y a pas de mutabilité, ça n'existe pas. Alors après, on va trouver d'autres moyens de s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit tout à l'heure que Helm, ça produit des applis qui ne plantent pas en production, et une des raisons de cet état de fait, c'est qu'il y a des choses en moins par rapport au JavaScript. On ne trouvera pas de valeur nulle, ou de undefined, ou de exceptions. C'est ce qui fait qu'on n'aura jamais de message du style undefined is not a function, par exemple. Des fois, vous auriez rencontré ça, je ne sais pas, au hasard. Voilà, donc on n'a pas ça, et on n'a pas non plus... Alors, hop, là, j'ai un petit problème de taille, on dirait. J'ai l'impression qu'il y a un problème de résolution d'écran, ou quelque chose comme ça, parce que c'est tronqué. On va faire autrement. C'est mieux là. Voilà. Donc, on n'a pas non plus de framework. Ça n'existe pas en Helm. Et en fait, les frameworks, si on y réfléchit bien, c'est quelque chose qui est là pour compenser les manques des langages. Je ne parle pas seulement de JavaScript ou autre, hein, c'est vrai pour tous les langages. Les frameworks sont là pour compenser les manques des langages. En Helm, ils ont intégré les choses qu'habituellement on va trouver dans des frameworks en JavaScript, par exemple. Et donc, ce qui a été appelé l'architecture Helm, bah, c'est ce qu'on trouverait dans un framework comme React, Angular ou autre. Donc, le principe de l'architecture Helm, c'est que nous, on va écrire des fonctions qui vont faire le rendu d'un modèle. Donc, on définit un modèle qui est l'état de l'application. On donne ce modèle au runtime Helm et lui il va appeler automatiquement la fonction view. Cette fonction view, elle est en charge de générer un DOM virtuel, donc de générer la vue en fonction de l'état du modèle. Cette vue, donc le DOM virtuel va être appliqué par le runtime au DOM réel, il va faire le rendu dans le navigateur. Et cette vue, elle va pouvoir émettre des messages. Les messages, c'est ce qui va permettre de dire, tiens, l'utilisateur a cliqué sur tel bouton, il a validé le formulaire, etc. Donc la vue émet des messages. Quand
un message est émis, le runtime va en être informé, il va l'intercepter, et il va invoquer la fonction update. Cette fonction update, il va lui donner le modèle actuel plus le message qui vient d'être émis par la vue. Et la fonction update, son job, ça va être de générer un nouveau modèle à partir de l'ancien et en fonction du message. Si on dit que l'utilisateur a cliqué à un certain endroit, vous allez vouloir modifier le modèle, vous allez définir ça dans votre fonction update, va dire ce que ça doit faire sur le modèle. Et une fois que la fonction update a mis à jour le modèle, elle le redonne au runtime, qui va rappeler la fonction view avec ce nouveau modèle, et ça va mettre à jour l'affichage. Et on boucle comme ça, c'est tout. La fonction update peut éventuellement renvoyer une commande. Donc une commande, c'est la façon de faire des choses impures. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les fonctions sont pures. Vous ne pouvez écrire, vous, en Helm, que des fonctions pures. Pourtant, il y a des choses qui doivent être impures dans ce qu'on fait dans une application. Quand, par exemple, on fait une requête HTTP, le résultat, il peut varier. Des fois, ça marche, des fois, on a une erreur. Donc ça, ce n'est pas vous qui allez faire la requête HTTP, c'est le runtime Helm. Et le moyen de lui dire « tu vas me faire une requête HTTP », c'est de créer une commande, on lui passe la commande, lui il fait la requête, et quand il a le résultat, il va renvoyer un message à la fonction update. Et il va lui dire « tiens, j'ai le résultat de la requête, c'est une erreur, c'est un succès, le voilà ». Et après, la fonction update va à nouveau mettre à jour le modèle en fonction du résultat de la requête, et ainsi de suite. Donc on délègue au runtime tout ce qui est impur. Alors maintenant, si je commence à rentrer dans le code, après ces petites explications préliminaires, le point d'entrée d'une application Helm, c'est la fonction main, qui va permettre de configurer l'application. On va dire comment elle est structurée. Donc on va ignorer les annotations de type, on n'a pas forcément de temps pour ça. Je vais juste vous expliquer. Donc là, la valeur de retour de la fonction main, c'est le résultat de l'appel à la fonction document du module browser. On appelle cette fonction et on lui passe un record. Un record, c'est le nom pour une structure en Helm. Ce record, il doit avoir obligatoirement 4 champs qui sont init, view, update et subscriptions. Et ça lui dit quelles sont les fonctions de mon application qui vont être en charge de générer le modèle initial. Donc là, je lui ai dit, ma fonction qui génère le modèle initial, elle s'appelle init. La fonction qui va faire le rendu du modèle, générer la vue, s'appelle view. Celle qui va faire la mise à jour du modèle quand il y a un événement, donc un message, c'est la fonction update. Et la fonction subscriptions, j'en parlerai très peu. Rémi, qui fera le talk après moi, en parlera un peu plus. Je ne l'ai pas utilisé là. C'est juste une fonction pour écouter des événements extérieurs. Une information qui arriverait par une WebSocket, par exemple, ou les mouvements de la souris, des choses comme ça. Voilà, donc une fois que je lui ai dit quelles étaient les fonctions que j'avais déclarées pour gérer mon appli, je vais décrire les structures de données de l'appli. Il y en a 2. Donc il y en a une qui, sans surprise, s'appelle Movie pour décrire les films. C'est juste un record avec 2 chaînes de caractères, une pour le titre et une pour l'URL de l'image, de la fiche du film. En plus de ma structure de données, j'ai créé un décodeur. Donc un décodeur, c'est ce qui va permettre à Helm de passer du JSON à une structure de données Helm. Là, je lui explique comment, à partir du JSON que je vais recevoir de mon serveur, je vais générer un objet movie. Donc c'est le rôle de movie décodeur. Donc on dit que movie décodeur, alors est-ce que vous allez voir le curseur? Ça va, au fait, vous voyez bien au fond, c'est assez lisible? Ouais? Ok, merci. Donc par exemple, movie décodeur, on dit que ça va réussir à décoder un movie si on a un champ title, il est obligatoire, il est required, il pourrait être optionnel éventuellement. Donc on dit si un champ title et qui est de type chaîne de caractères. Et puis si un champ poster qui est de type chaîne de caractères également. Donc les lignes ici doivent être dans le même ordre que les champs du record. Voilà. Donc le contenu du champ poster du JSON, ça va aller dans le champ thumbnail de mon movie, et le contenu du champ title du JSON, ça ira dans le title du movie. La deuxième structure de données que j'ai créée, c'est le modèle global de l'application, le modèle général. Donc il comporte
3 champs, c'est là encore un record. Il y a 3 champs. Le error message, c'est une chaîne de caractères, ça va être un message d'erreur si par exemple j'ai une erreur de communication avec le serveur. Search terms, c'est ce que je vais avoir rentré dans le champ de saisie de l'application. Vous vous souvenez, le champ de recherche qui me permet de rentrer le titre du film que je veux trouver. Et puis data, c'est les données que m'aura renvoyé le serveur. Quand je lance mon application, je n'ai pas de data. Il n'y a rien, je n'ai pas encore lancé de recherche, il n'y a pas de film. Donc pour exprimer ça, comme on n'a pas de valeur nulle ou undefined ou des choses comme ça, on va utiliser ce qu'on appelle un maybe en Helm, optional dans d'autres langages, either, des choses comme ça vous parle peut-être. Donc un maybe, c'est un conteneur qui peut contenir soit rien, il est vide, soit une valeur. Donc nous, on va lui dire c'est un maybe movie, ça pourra contenir un film ou rien. Ce sera le type de data. Je vous ai dit tout à l'heure, donc la vue émet des messages, et il faut définir ces messages, il faut expliquer au runtime Helm quels peuvent être les messages émis par la vue, ou par l'application d'une façon générale. Donc là, on déclare un type message, et c'est une sorte d'énum. On appelle ça un type custom, ou dans d'autres langages, un union type. Voilà. Donc on explique qu'un message, ça peut être soit user submitted form, donc ça c'est le message que je vais émettre quand l'utilisateur a validé le formulaire. User submitted form, c'est une chaîne de caractères quelconque, c'est pas un mot-clé du langage. C'est moi qui ai mis ça parce que je trouvais que c'était parlant. J'aurais pu mettre absolument n'importe quoi, un truc en français éventuellement, peu importe. Ça s'appelle un constructeur de type. Je peux construire un message en appelant user submitted form, ça construit un message. Deuxième constructeur pour le type message, c'est user change input. Et un constructeur, ça peut prendre des paramètres. Donc le user change input, c'est le message qu'on va émettre quand l'utilisateur va taper quelque chose dans le champ de saisie. Et ce quelque chose qu'il aura tapé dans le champ de saisie, c'est ça qu'on va passer en paramètre au message. Donc on va créer un message qui va contenir la valeur qui est dans le champ de saisie. Et le troisième message, donc Server Return Response, donc troisième constructeur de message, il est un petit peu plus compliqué. C'est celui qui va être émis par le runtime Helm quand il aura reçu une réponse du serveur après un appel HTTP. Un appel HTTP, ça peut réussir ou échouer, comme je le rappelais tout à l'heure. Donc on va utiliser un result, c'est un type en Helm qui permet de représenter le résultat d'une opération qui pouvait échouer. Et un result, ça prend 2 paramètres, c'est un type qui prend 2 paramètres. HTTP error, c'est le type que contiendra mon result si l'opération a échoué. Donc si le serveur a renvoyé une erreur, par exemple, ou il n'a pas répondu. Et movie, c'est le type qui sera contenu dans mon result si, au contraire, ça s'est bien passé. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Si c'est un peu nébuleux, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir petit à petit. Voilà, donc ça c'est les 3 constructeurs de messages qui définissent tous les types de messages que je peux avoir dans mon appli. Je ne peux pas en avoir d'autres, je peux avoir que ces 3-là. Et le dernier, on va dire la dernière chose à faire avant pour initialiser l'application, c'est d'appeler la fonction init. On a dit, grâce à la fonction main, on avait dit à Helm, la fonction en charge d'initialiser mon application, je l'ai appelée init. Et init, qu'est-ce que ça fait? Ça renvoie un tuple qui contient un modèle et une commande. Donc les commandes, vous vous souvenez, c'est le truc qui permet de faire des choses impures au runtime Helm. Envoyer une requête HTTP, générer un nombre aléatoire, des choses comme ça. Les commandes, c'est un type générique. Quand on écrit commande message, là, ça veut dire que commande, c'est un peu comme en Java ou d'autres langages. Si vous aviez CMD et puis suivi entre le chevron d'un T, voilà, commande, c'est un type générique. Je l'ai paramétré en lui disant tu es une commande qui peut émettre des messages, et les messages, ils sont obligatoirement du type que j'ai défini ici. Donc l'initialisation, ça produit un modèle. Donc on retrouve la même structure de données que tout à l'heure. Quand j'ai défini le modèle, j'ai dit que c'était un champ qui avait... c'était un record qui avait 3 champs, data, error, message et search terms. Là, je donne des valeurs par défaut à chacun de ces champs. Comme on n'a pas de valeur nulle, on dit que les chaînes de caractères sont des chaînes vides. Le data, c'est un maybe movie. Eh bien là, on va dire qu'il contient nothing, il contient rien, il est vide.
On n'a pas encore de film. Donc ce qu'on vient de voir là, c'est comment le runtime va appeler au départ la fonction init, ça va générer un premier modèle. Il pourrait générer éventuellement aussi une commande, le deuxième élément du tuple. Ça serait par exemple si mon application, j'ai besoin qu'elle fasse une requête HTTP juste après son lancement, sans action de l'utilisateur. Je vais chercher des infos sur le serveur, genre la config de l'appli ou quelque chose comme ça. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai juste mis command.none, ça veut dire une commande qui ne fait rien, le runtime ne fera rien. Donc le runtime appelle init, il récupère la première version du modèle, et juste après, il va appeler la fonction view. Donc la fonction view, il lui donne le modèle, celle-ci, en réponse, va générer un document HTML, donc, qui va être représenté ici par un record, qui donne le titre de la page HTML, donc ça, movies, ça va être le contenu de ma balise title, et puis le body de la page, le corps de la page, ça va être une liste, les crochets carrés, c'est le délimiteur pour des listes, hein. Et cette liste, le contenu de la liste, il va être généré par un appel de fonction, on va appeler viewBody, on lui passe le modèle courant en paramètres, et ça va nous retourner des nœuds HTML, on va dire. Et c'est ce que va afficher ensuite le runtime. ViewBody, donc ça prend un paramètre qui est le modèle, comme on vient de le voir, et ça génère du HTML. Alors pour générer du HTML en Helm, on va utiliser une librairie qui s'appelle HTML et qui contient des fonctions dont les noms sont ceux des tags HTML. Donc par exemple, il y a une fonction div, et toutes ces fonctions, elles prennent deux paramètres. Le premier paramètre définit la liste des attributs du tag HTML. Donc là, mon div, il a un attribut, c'est classe, pour définir la classe CSS. Et cette classe CSS, sa valeur, c'est container. Et puis, donc premier paramètre, la liste d'attributs. Deuxième paramètre, la liste des enfants. Par exemple, le premier enfant de mon div, là, toutes les lignes en dessous de la ligne ULDiv, c'est la liste de ses enfants, entre les deux crochets carrés. Le premier enfant de mon div, c'est un nœud de type H1, ça va être le titre qu'on a vu tout à l'heure dans la petite démo, là. Hop, hein, c'est le titre Movie Search qu'on a ici. Donc je l'ai généré en appelant H1, en lui passant une liste d'attributs qui contient un seul attribut, c'est un attribut classe CSS qui vaut title, et qui contient un seul enfant, c'est un nœud de type texte, nœud au sens nœud de l'arbre d'homme, hein, un nœud texte qui vaut Movie Search. Donc là, j'ai affiché mon titre Movie Search. Deuxième enfant du div, il va être généré par viewForm. C'est une fonction qui va générer le formulaire avec le champ input, tout simplement, le champ de saisie. Troisième enfant, là il est un petit peu plus compliqué, il est conditionnel. On dit voilà, si mon message d'erreur est vide, alors j'affiche les résultats, en appelant viewResult, j'affiche les résultats de la requête HTTP. Si par contre j'ai eu une erreur, le message d'erreur ne va pas être vide, à ce moment-là, je vais afficher l'erreur en question. Alors, une petite particularité de Helm, c'est que toutes les fonctions doivent avoir une valeur de retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, un if sera suivi obligatoirement d'un else. Vous ne pouvez pas écrire if then, et puis ensuite autre chose, et vous oubliez le else. Ce n'est pas possible. Le compilateur va vous l'interdire. Et ça contribue justement à produire des applications robustes, parce que vous ne pouvez pas oublier un cas. Vous êtes obligé de traiter tous les cas. L'affichage du formulaire, c'est un peu le même topo. On appelle une fonction form qui produit un formulaire avec une liste d'attributs et une liste d'enfants. Les attributs, cette fois, on en a deux. On a un style pour faire un style CSS, où on définit un padding. Et puis, on a onSubmit. Et là, on dit, qu'est-ce qui se passe quand on soumet le formulaire, quand l'utilisateur soumet le formulaire? Eh bien, on va créer un message, on va émettre un message User Submitted Form. C'est comme ça qu'on émet des messages à partir de la vue. De la même façon, le champ input qui est à l'intérieur du formulaire va émettre des messages User Change Input à chaque fois qu'on va valider, qu'on va modifier le contenu du champ de saisie. C'est la fonction onInput qui va créer le message User Change Input.
et elle va lui passer en paramètre le contenu du champ de saisie. Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc quand on a un user change input, le constructeur user change input prend en paramètre une chaîne de caractères et cette chaîne elle est renseignée par l'input. Donc voilà. Là encore, c'est comme ça qu'on émet les messages. Avant-dernier point, puis après ouais, j'ai un petit peu de travail encore dans la vue, mais on y arrive presque à la fin. Donc pour visualiser les erreurs, c'est simplement un div qui contient un bouton et qui affiche le texte qui est stocké dans le modèle, le texte du message d'erreur qui est stocké dans le modèle. L'affichage des résultats, là on va là encore afficher un div et on va tester le contenu de modèle.data. Donc modèle.data, si vous vous souvenez son type, c'est maybe movie. Ça veut dire que ça peut être un film ou ça peut être rien. Et pour savoir si c'est un film ou si c'est rien, on va utiliser une structure de données qui permet de faire du pattern matching. Donc, pattern matching, c'est un concept courant aussi en programmation fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on écrit là avec les mots-clés case off? On dit, dans le cas où modèle.data contient juste un film, just movie. Movie, c'est une étiquette, c'est un nom de paramètre, on peut mettre n'importe quoi. Il dit, s'il contient juste une valeur, à ce moment-là, j'appelle la fonction viewMovie et je lui passe le paramètre movie. Donc, ça m'a permis de récupérer ce qui était à l'intérieur du maybe. Et donc ça définit la valeur de retour. C'est ce qui sera affiché dans le div. Ce sera le résultat de viewMovie avec le paramètre movie. Deuxième cas de figure, si dans le cas où modèle data contient rien, nothing, à ce moment-là, on renvoie no content, donc le div sera vide, il n'y aura rien affiché. La fonction viewMovie, justement, qu'on vient de voir juste au-dessus, là, donc elle affiche un div qui contient un autre div, qui contient une image, et l'URL de l'image, elle sera donnée par le champ thumbnail de notre film qu'on est en train d'essayer d'afficher. Et puis, dans notre div, on a un sous-titre, un titre de niveau 2, qui affiche le champ title du movie, donc le titre du film. Donc voilà, ce qu'on vient de voir là, c'est comment le runtime Helm fournit le modèle à la fonction view quand il l'appelle. Il appelle la fonction view chaque fois que le modèle est modifié. Et celle-ci peut émettre les messages que le modèle va capter et puis transmettre ensuite, traiter ensuite. Et notamment, donc, quand la fonction view émet un message, ce que va faire le runtime, c'est qu'il va appeler la fonction update. C'est ce que je lui ai demandé de faire ici dans le main. Parce que j'avais dit que ma fonction de mise à jour, avec assez peu d'imagination, je lui ai dit qu'elle s'appelait update. C'est traditionnel, ça permet qu'on s'y retrouve dans toutes les applis Helm, en fait, on fait toujours ça. Et la fonction d'update, en fait, elle a tout le temps la même forme, en gros, quelle que soit l'appli. On va là encore faire du pattern matching, cette fois sur le message. On regarde quel est le type du message, et en fonction du contenu, du type du message et de son contenu éventuel, on va agir. Donc le pattern matching, ça permet de tester le type du message, mais aussi en même temps de déstructurer, de récupérer la valeur contenue dans le message éventuellement. Par exemple, quand l'utilisateur change le contenu du champ de saisie, on va pouvoir le récupérer. Donc si je récupère, si le runtime appelle update avec le message user change input, il va le faire à chaque fois que vous allez taper quelque chose dans le champ de saisie. Donc on va pouvoir, avec le pattern matching, tester, tiens c'est un message user change input, on récupère la valeur qui était dedans, et à ce moment-là on va stocker cette valeur dans le modèle. Alors comment on fait le stockage de valeur dans le modèle ? Comme je vous ai dit que c'était immuable, en fait, on va créer un nouveau modèle à partir de l'ancien. Alors, c'est cette notation-là entre accolades, ce qui dit je crée un nouveau record à partir du record modèle, et je change juste la valeur du champ search terms, je lui donne comme nouvelle valeur value. Donc, c'est en résumé, pour faire simple, pour simplifier, on peut dire qu'on a mis à jour le modèle, on a changé la valeur dans search terms, c'est tout. Et donc là, on retourne un tuple, comme toujours dans
l'update, on rejoint toujours un tuple avec un modèle mis à jour et une commande qui fait rien. On n'a pas besoin de générer de commande suite à une saisie de l'utilisateur. Là où, par contre, on va avoir besoin de générer une commande, c'est si l'utilisateur valide le formulaire. Il a tapé entrée, il a tapé le titre d'un film, il a fait entrée, il faut lancer la requête HTTP. Donc pour lancer la requête HTTP, je vous le disais tout à l'heure, on va générer une commande, et la commande, ce n'est pas l'exécution. La commande, c'est la configuration de la requête. On va donner la commande au runtime, c'est ce qu'on fait sur la dernière ligne ici, on lui renvoie le modèle inchangé, c'est celui qui a été passé en paramètre d'update, et on lui renvoie la commande. Et la commande, c'est ce qui lui est dit, fais-moi une requête HTTP. Alors on lui dit, fais-moi une requête de type GET, avec telle URL. Donc l'URL, je passe sur les détails, mais j'ai écrit un petit truc qui me génère l'URL en rajoutant la clé d'API, en échappant éventuellement les termes recherchés, etc. Et on lui dit ce qu'on attend. C'est le rôle du champ expect du record. Donc si je zoome un petit peu là-dessus, le expect, je lui dis ce que j'attends en réponse. Je lui dis j'attends du JSON, et ce JSON tu le décoderas avec un movie decoder, et tu émettras un server return response quand tu auras eu la réponse du serveur. Donc si on regarde un petit peu le schéma au-dessus, on voit que la fonction update nous retourne une commande que j'ai appelée HTTP commande. C'est juste un nom de variable. Donc elle nous retourne ça. À ce moment-là, le runtime regarde le contenu de la commande. Il en déduit qu'il doit faire un get au serveur. Le serveur lui répond en retournant du JSON. Ce JSON, le runtime le prend, il le donne au movie decoder. Le movie decoder, c'est le truc qui permet de dire à partir du JSON, je produis un movie. Donc une structure de données Helm. Et donc ce movie, le runtime l'a récupéré, il va créer un message Server Return Response dans lequel il va embarquer le movie qui a été récupéré. Et il va rappeler la fonction d'update en lui disant voilà le message qui décrit la réponse de la requête HTTP que je viens d'exécuter. Et donc cette réponse, elle peut être de deux types. Soit la requête s'est bien passée, à ce moment-là, le runtime va nous envoyer un server return response avec un paramètre, donc un result, on va utiliser pour construire un result le constructeur OK. Ça, c'est le constructeur pour le cas où l'opération s'est bien passée. Donc on teste, est-ce que server return response contient un OK movie, et ça nous permet de récupérer la valeur du movie en question, donc une structure de données de type movie. Et comme tout à l'heure, on fait une modification du modèle, on met à jour le modèle, on va stocker le movie dedans. Par contre, le modèle étant pour le champ data du modèle étant un maybe movie, on ne stocke pas directement le movie dedans, on va créer un maybe. Donc on utilise le constructeur just qui permet de créer un maybe, on lui passe le film en paramètre, et donc ça y est, on a notre valeur maybe, de type maybe movie qu'on peut mettre dans le champ data. Donc si on a reçu une réponse, on la stocke dans le modèle, dans le champ data. Une réponse positive. Si par contre on a reçu une erreur HTTP, à ce moment-là, le constructeur qui aura été utilisé par le runtime pour créer le result, ça va être le constructeur d'erreur. Il va lui passer une erreur HTTP. Pour faire simple, je n'ai pas détaillé les différents cas d'erreur. J'ai juste dit dans mon modèle, on te met à jour, on met à jour le modèle, on met rien du tout dans les données, on n'a pas reçu de film. Et puis on met un message codé en dur, on mettra erreur de communication, quelle que soit l'erreur. Et donc je retourne toujours un tuple avec mon modèle et puis une commande qui fait rien. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est comment le runtime invoque la fonction d'update en lui passant un message et le modèle actuel. Et il met à jour le modèle en fonction du message. Et il nous produit un modèle et éventuellement une commande qui sont retournés au runtime, qui ensuite soit appelle la fonction view, soit exécute la commande, soit fait les deux.
Voilà, alors après toute cette intro un petit peu longue, mais il fallait que je vous donne ces infos pour que vous puissiez capter la suite, je pense. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble l'expérience de développement qu'on peut avoir quand on fait du Helm. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde ou il faut que je grossisse encore un peu les caractères? Je grossis un peu? Ok. Enfin, les caractères, hein, moi c'est bon. J'ai déjà donné. Ça va là? Ou encore un peu? 25 carrément? Même pas peur? Ok. Alors, donc mon application, vous vous souvenez, c'est un truc tout simple. Hein, je rentre le titre d'un film et je reçois l'affiche et puis le titre du film. Maintenant, si je voulais par exemple afficher l'année de sortie du film, il faudrait que je vienne compléter un petit peu mon modèle de données. Donc ma structure de données movie, par exemple, je peux lui ajouter un champ qui va dire quelle est l'année. Au niveau des types, ça va être simple. Les pays, ils ne sont pas pris la tête sur l'API, donc je peux faire pareil. Pour les dates, c'est des chaînes de caractères. Tout est chaîne de caractères dans cette API. Et donc je sais que dans le JSON qui m'est retourné, il y a un champ year qui dit quelle est l'année de sortie du film. Ce champ year est de type string, et donc ça va me définir cette ligne-là. Ça me dit que quand je décolle le JSON, je prends le champ year, et je m'en sers pour positionner la troisième propriété de mon movie. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer dans mon application. Il n'y a que deux fichiers, le module movie et puis le module movie search, qui est l'application de façon générale. Donc je vais aller modifier la fonction qui affiche un film, viewMovie, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, vous vous souvenez, il y a un div avec un autre div qui affiche l'affiche et le titre. Je vais aller lui rajouter un troisième enfant à ce div que je vais générer un tag paragraphe. Hein. Donc là, il est en rouge parce que la fonction n'est pas importée. Je vais l'importer. Et donc, comme toutes les fonctions de la lib HTML, elle prend deux paramètres. Liste d'attributs, j'en ai pas à mettre. Liste d'enfants, je vais dire qu'il y a un seul nœud, c'est le texte. Donc ce sera l'année que je veux afficher. C'est le champ year de l'objet movie. Si je sauvegarde ça, le compilateur a vérifié que c'était bon. Donc il me dit success, tout va bien. Il a relancé l'application. Je reviens ici. Et si je tape Star Wars à nouveau, par exemple, voilà, tout en bas, on voit qu'on a l'année de sortie du film. C'est juste ça. Alors maintenant, bon, moi j'étais assez fier de mon appli, là, mais il y a le gars du service marketing qui est passé cet après-midi, il m'a dit, bon, c'est un peu naze ton truc, ça renvoie un seul film à chaque fois, moi je voudrais un vrai moteur de recherche. Des films Star Wars, il n'y en a quand même pas eu qu'un. J'ai râlé un petit peu, puis après je m'y suis mis quand même. Mais bon, je râle pour la forme. Donc je me suis dit, bon ok, alors je vais devoir faire une liste de films. Je vais devoir gérer une liste de films. Donc l'API permet de faire ça, je le sais. Mais donc ça va changer mon modèle. Au lieu de stocker un seul film dans le champ data, il va falloir que je stocke une liste de films. Donc ça ne pourra plus être un maybe movie, ça va être une liste de movies. Et donc, à partir de là, alors je n'ai même pas besoin de sortir de l'IDE en fait. L'IDE déjà me dit, attends, il y a des trucs qui ne vont pas là. L'IDE contrôle les types en fait. Et il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ta fonction d'init. La fonction d'init, elle est pas... Alors je vais changer un petit peu, parce qu'il y a un truc qui est tout petit pour vous. C'est tous les menus, les textes des menus. J'ai changé les textes de l'éditeur, mais les textes de menus sont minuscules. Flûte, c'est où ça déjà? Ça doit être là. Hop. Voilà. Ça devrait être plus agréable pour vous. Non, c'est pas mieux. Bon, raté. Je pensais que les pop-up là seraient un peu plus visibles.
Bon, bref. Donc le compilateur, l'IDE me prévient, il me dit attention, il y a un problème dans les types. Alors on peut le voir aussi grâce au compilateur. Le compilateur me dit ligne 143, ton appel a produit un maybe movie, ça devrait être un list de movie. Il est sympa, il me dit ce que je devrais faire. Il me dit pourquoi ça ne marche pas et ce que je devrais faire. Ok, donc si data, ça ne peut pas être nothing. Alors c'est pas la bonne ligne, pardon, il m'a détecté des erreurs à plusieurs endroits. Voilà. Mais on pourrait les retrouver. Alors il a fait forcément plusieurs erreurs. Voilà, donc là il me signale notamment l'erreur sur le init, c'est celle-là, donc c'est du même type. Il me dit qu'il y a un problème avec le maybe. Donc on va corriger ça. Data, ça ne peut plus être un maybe. Nothing, c'est le constructeur du maybe, hein, enfin un des constructeurs. On va mettre une liste vide au démarrage de l'application. Il n'y a pas de réponse. Et puis on va continuer comme ça. Le compilateur ou même l'IDE me signale toutes les erreurs que j'ai faites et me guide. Model.data n'étant plus un maybe, il n'y a plus de raison de faire du pattern matching. On a juste une liste vide, une liste qui peut être vide ou qui peut contenir des films. Donc on peut parcourir une liste avec une fonction map qui ne connaît pas map. C'est bon pour tout le monde? Donc map, ça va être, en Helm, ça va être une fonction du module list. Donc ça parcourt une liste que je vais lui donner, qui va être la liste des films que j'ai reçus, liste qui peut éventuellement être vide. Hein. Donc, pour chaque film, je vais appeler la fonction viewMovie. Et là, j'indique que cette fonction, je l'applique sur le contenu de model.data, c'est-à-dire sur ma liste de films. Voilà, c'est tout. J'ai encore une dernière erreur. Ben là, ça va être du même acabit. Le compilateur me dit toujours ce qui ne va pas. Il me dit, alors ça, on va le regarder après. Mais il me dit là, par exemple, ben, toi, tu crées un maybe, ça devrait être une liste, toujours le même topo. Donc, je suis la même chose. Donc, data, ça veut dire que le type qui devrait être reçu ici quand j'ai un server return response, il devrait véhiculer une liste de films et plus un film unique. Donc je change le nom de mon paramètre, mais ça c'est juste pour faire joli. Hein. Et c'est plus un maybe, c'est directement une liste. Donc je vire le just. Voilà. Après, il y a encore des erreurs, on va voir pourquoi. Donc de la même façon, quand il y a une erreur de communication avec le serveur, je vais mettre liste vide dans mes résultats. Voilà. Alors, il y a encore des erreurs de compilation, notamment, il y a celle-là sur la vue, où il me dit que le deuxième argument de mon div, là, quand j'ai fait le list.map, il me dit ce deuxième argument, c'est une liste de listes, alors qu'on s'attendrait à avoir une liste d'éléments HTML. Donc c'est normal, donc c'est dans ViewResults, ce truc-là, voilà. En fait, list.map, ça parcourt une liste, ça applique une fonction à chacun des éléments, et ça retourne une liste de résultats. Donc ça retourne une liste. Si je remets cette liste à l'intérieur des crochets carrés, ça fait une liste de listes. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est juste que je vire les crochets carrés, je mets quand même des parenthèses pour lui dire, tu m'évalues ce qu'il y a entre les parenthèses avant de le donner comme paramètre au div, là, et voilà. Et donc ça c'est corrigé. Vous remarquerez chaque fois que je sauve, ça formate le code. En fait, il y a un formateur pour le langage, il s'occupe de tout. Vous n'avez aucune question à vous poser sur le format de votre code. Encore un dernier bug là. Ligne 137, j'en ai oublié un. Donc toujours le même type d'erreur. Alors là en fait, ce qu'il me dit, c'est que movies, c'est un movie et ça devrait être de type liste de movies. Ah oui, mais pourtant j'avais déjà fait ma correction. En fait, c'est parce que server return response, quand on regarde sa définition, c'est un result qui peut contenir un film, un seul.
Donc il faut que je lui dise maintenant, le résultat, si l'opération se passe bien, si la requête HTTP se passe bien, le résultat, c'est une liste de films, c'est pas juste un film. Voilà. Et alors on continue, il me dit, tiens, là, quand tu décris les... Peut-être que je zoome là-dessus aussi. Il faut me dire hein, si c'est pas clair, parce que je suppose que c'est écrit un peu petit pour vous là, non ? Donc là, il me prévient quand je lui dis ce que j'attends en réponse à ma requête HTTP. Je lui dis le résultat, je veux le décoder en utilisant Movie Decoder. Alors, il se trouve que Movie Decoder, c'est quelque chose qui va permettre de décoder un film et un seul, pas une liste de films. Donc il faut là encore que je produise quelque chose qui puisse décoder une liste de films. Donc on va le faire tout de suite. Je vais créer une fonction que je vais appeler MovieListDecoder. Je vais dire que c'est un décodeur qui, quand ça se passe bien, produit une liste de films. Et je vais demander à l'IDE, alors vous ne voyez pas, il y a écrit Generate Decoder. En fait, je lui dis génère-moi un décodeur. Et il fait le boulot pour moi. Donc il me dit, voilà, pour chaque... je vais essayer de décoder une liste, et pour chaque élément de la liste, je vais appeler le movie decoder. Essayer de générer un movie à partir de ça. Alors ça fonctionnerait si l'API me renvoyait directement la liste. Or, je sais, moi, que, pour l'avoir utilisé, elle met la liste dans un champ qui s'appelle search. Donc je vais juste rajouter cette information-là. Je lui dis, tu me décodes le champ qui s'appelle search, et tu essayes d'appliquer, il devrait contenir une liste, et tu devrais pouvoir la décoder en utilisant un movie decoder. Une dernière petite chose à faire, c'est de rendre ça public. Donc vous voyez de la première ligne, là, on a module movie, exposing movie, movie decoder, c'est les fonctions publiques de ma classe. Je peux avoir des fonctions privées, enfin pas de ma classe, de mon module. Je peux avoir des fonctions privées. Donc je dis juste à l'IDE, tu me rends ça public. Et à partir de là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon autre module, le module principal de l'appli. Donc là où elle me disait tout à l'heure, tu as une erreur de compilation ligne 156, movie decoder, c'est pas bon. Maintenant, je vais mettre un movie list decoder. Je l'importe et ça devrait aller beaucoup mieux. Il reste une dernière chose à faire pour que ça marche, c'est changer la requête. Donc quand je vous disais que l'API était simple, il suffit de changer le paramètre T dans l'URL par un paramètre S. Et il va faire une recherche sur les termes qu'on lui passe plutôt qu'une recherche par titre exact, il va faire une recherche plus globale. Alors vous remarquez que là, la compilation réussit. Donc j'ai suivi, pour l'instant je ne suis pas allé une seule fois dans le navigateur depuis que j'ai commencé cette modif. Je me suis contenté de suivre les indications du compilateur. Il me dit que ça marche. Bon, on va aller voir si c'est vrai. Et voilà. Et ça, c'est l'expérience développeur en Helm. C'est-à-dire que je me laisse guider par le compilo. Je fais une modif de type, c'est ça que j'ai fait au début. J'ai changé le modèle. Dans le modèle, j'ai dit maintenant, je ne veux plus un maybe movie, je veux juste une liste de movies. Et après, je me suis contenté de suivre le compilo. Bon, il faut réfléchir un tout petit peu de temps en temps, mais voilà. Et à la fin, j'ai pas mis le nez une seule fois dans le navigateur, et à la fin, quand j'arrive, quand il compile, je vais dans le navigateur et ça marche. Et c'est pas juste ce soir pour le meet-up, c'est comme ça que ça se passe sur nos applis au boulot. Alors, de temps en temps, il y a des trucs un peu plus compliqués, évidemment. Il y a de temps en temps, enfin, je m'arracherais les cheveux si je les avais pas coupés aussi courts, mais globalement, ça ressemble souvent à ça, très souvent. Voilà, je pourrais rajouter des choses, mais je vais peut-être arrêter là. Mais on pourrait ajouter plein de fonctionnalités avec autant de facilité. Après, c'est assez trivial de rajouter des trucs. Quoique, est-ce que je suis en retard là, ou est-ce que ça va au niveau timing? C'est bon, on a eu le temps. Ok, je vais interrompre le live coding et on va passer un peu à la suite. Donc la suite, c'est un petit retour d'expérience, puisqu'en fait,
Il se trouve que, je vous ai dit, je bossais chez Orange, et il se trouve que dans mon équipe, on utilise Helm en production, sur les projets de prod, depuis le 1er janvier de cette année. On a commencé prudemment. En début d'année, on a introduit Helm dans une appli existante, donc une appli en JavaScript. On avait une page à faire pour donner des outils de monitoring un petit peu à certains de nos utilisateurs. Et cette page, elle avait la caractéristique d'être un petit peu indépendante du reste de l'appli. En gros, à part l'authentification et puis le fait qu'elle interrogeait la même API, elle ne causait pas avec le reste de l'appli. Donc on s'est dit, on va essayer Helm là-dessus. Et pour faire ça, j'ai monté avec une de mes collègues, Claire, une petite formation sur 3 jours. On a formé le reste de l'équipe. Et ensuite, c'est trois personnes de l'équipe qui ont fait ça, mais moi, je n'ai pas codé une seule ligne sur cette appli. Je les ai laissés faire, j'ai juste répondu à 2-3 questions quand ils en avaient, relu le code pour faire quelques remarques, voir les trucs qui n'étaient pas idiomatiques, etc. Mais après, ils ont fait l'appli tout seuls. Et sachant que dans les gens qui ont fait ça, il y en a qui n'avaient pas fait de programmation fonctionnelle avant. Voilà. Et donc ça s'est vraiment bien passé, ce qui fait que quelques mois après, quand on a démarré un nouveau projet, on a dit on le fait en Helm entièrement. Et puis rebelote encore quelques mois après. Donc on a deux applis qui sont 100% Helm, avec des IHM très très différentes comme vous voyez. Il y a un truc très graphique avec des graphes, donc ça bouge un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des Force Directed Diagrams, où en fait quand vous pouvez cliquer sur un nœud, ça affiche son contenu, donc ça va faire des nouveaux nœuds dans le diagramme et puis il va se rééquilibrer, se réafficher, etc. Donc c'est très joli comme truc, c'est assez sympa. Puis l'autre, elle est un petit peu plus classique. Donc c'est des outils, tout ça c'est des outils, alors celui de droite c'est un outil interne, l'autre c'est un outil qu'on utilise pour des clients externes cette fois. Et donc comme ces deux projets là encore nous donnent toute satisfaction, on est revenu sur le projet du début d'année, celui où on avait ajouté une page en Helm, et dans ce projet-là, on a un composant qui nous posait des problèmes, un truc qui s'appelle SlickGrid, c'est un gros composant JavaScript. En gros, c'est pour refaire Excel dans votre navigateur. C'est un truc absolument monstrueux. C'est très bien fait, c'est très très performant. Vous pouvez afficher 500 000 lignes et puis il scrolle à une vitesse pas possible. Il est vraiment très très bien de ce point de vue-là. Là où il est un petit peu moins bien, c'est que déjà écrire des tests avec SlickGrid, nous on a essayé plusieurs fois, on n'a jamais réussi. On n'arrive pas à avoir une instance de SlickGrid dans le test d'un de nos composants. Il y a des variables globales de partout et on n'arrive pas à l'instancier et ça marche jamais. On s'y est cassé les dents 2 ou 3 fois, puis après on a arrêté. Un autre truc qui nous a beaucoup embêté aussi, c'est qu'au premier semestre, là, ils ont fait une mise à jour, passage de la V3 à la V4, et la V4, ils avaient réécrit plein de trucs, et il y avait des bugs monstrueux, du coup, ça marchait pas du tout, on était obligé de faire demi-tour, on a laissé tomber la mise à jour. C'est ce qui fait que je me suis posé la question de le réécrire en Helm, ou en tout cas pas réécrire tout SlickGrid parce que ce serait vraiment un travail de fou, mais tout ce qu'on en utilise, ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire un tableau qui est configurable dans tous les sens, qui est générique, qui est capable de faire des tris, des filtres, etc. en local. On peut réordonner les colonnes par drag and drop, et ainsi de suite. Customiser chaque colonne, customiser l'affichage des lignes en fonction des valeurs qu'il y a dedans, dire elles ont un fond qui change de couleur par exemple, des choses comme ça. Et donc j'ai recréé un composant qui refait tout ça. Évidemment je l'ai créé en Helm. Et là on est en train de terminer cette semaine le remplacement de SlickGrid par ce composant Helm. Donc on a viré une grosse partie de notre appli qui était en JavaScript, parce qu'on avait customisé plein de trucs tout autour de SlickGrid, on a tout viré et on a remplacé ça par HelmGrid en l'occurrence. Composant qu'on va mettre en open source dans 15 jours normalement. Alors, si on s'est permis, on va dire, de faire ce genre de truc sur un projet qui est en prod, et donc ça c'est
juste pour vous donner une idée, c'est un projet sur lequel il y a très peu d'utilisateurs, ce projet, là, Orionis, c'est un truc sur lequel il y a très peu d'utilisateurs. C'est pour des experts chez Orange qui font de la détection de fraude sur les communications internationales. Ils surveillent le trafic international et quand ils voient un truc louche, voilà, ils vont dire à tel opérateur, je sais pas, Deutsche Telekom, ils vont lui dire attention, là tu nous envoies du trafic qui est louche. On ne paiera pas pour ça, il faut l'interrompre tout de suite, etc. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais grâce à ça, nous on gagne des dizaines de millions d'euros par an. Donc c'est une appli utile, on va dire. Il faut que ça marche. Et donc si on s'est permis de faire ce genre de choses sur cette appli qui est en prod, c'est parce qu'on a des avis positifs sur Helm. Et notamment, je vous ai mis quelques-uns des points les plus forts qu'on a remarqués, avec des citations. J'ai demandé à mes collègues de me faire des feedbacks par écrit. Et j'ai remis quelques petites citations que vous pourrez lire. Je ne les relirai pas moi-même. Donc le premier point fort, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le feedback. Je suis dans l'IDE, j'ai immédiatement, dès que je tape une bêtise, il y a l'IDE qui met du rouge, qui me dit « Attends, ça va pas, tu as mis tel type, il fallait tel autre type, par exemple. » Et pour les trucs que l'IDE ne détecte pas, il y a le compilateur qui est encore plus précis. Quand je dis que c'est utile, en plus, c'est donc Helm est réputé pour la qualité de ses messages d'erreur. Il nous dit à chaque fois ça marche pas, mais voilà pourquoi ça marchait pas, voilà ce que j'attendais, voilà ce que tu as fait, et souvent il nous dit voilà ce qu'il aurait fallu faire. Du style, dans un record, si vous oubliez d'initialiser un champ, vous avez défini un record, votre modèle c'est un record avec 4 champs, vous avez oublié d'en initialiser un, il va vous dire il manque tel record. Et c'est comme ça systématiquement. C'est un point tel qu'il y a des langages qui s'en inspirent maintenant. Les gens de Rust et de Scala ont dit il faut qu'on modifie nos messages d'erreur pour faire des messages d'erreur comme ceux de Helm, tellement ils sont bien. Un autre point fort, c'est l'outillage. Alors là, je ne passe pas des heures à configurer tel ou tel outil. La config, il n'y en a pas, c'est simple. Tous les outils sont simples et efficaces. Il y a tout ce qu'il nous faut pour l'outillage. Formateur, linter, etc. Et avec des résultats assez surprenants. Il y a une sorte de linter qui s'appelle Helm Analyze qui est capable de nous dire, enfin il nous a dit sur une de nos applis, ah mais là attends, vous avez tout ce code-là, ça et ça, c'est inutile, ça sert à rien. Ah ouais, on a supprimé 40 ou 50 lignes de code ce jour-là, on s'en était pas rendu compte. Donc ça, c'est un autre point très fort. L'outillage, c'est vraiment très simple. On ne passe pas des heures à essayer d'écrire des fichiers de conf ou faire marcher ensemble deux outils qui ne marchent pas bien ensemble, ou des choses comme ça. Un autre point fort, c'est que tout est explicite. Alors, quelquefois, ça peut contenir à écrire peut-être un petit peu plus de code boilerplate, mais par contre, vous maîtrisez absolument tout. Vous comprenez ce qui se passe, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de magie. Tout est clair. Je vous ai expliqué quasiment tout ce qu'il y avait à savoir, en fait. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est serein. C'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on a un niveau de stress qui baisse quand on programme en Helm, une fois qu'on a passé la phase d'apprentissage, bien sûr. Moi, par exemple, quand je récupère du code qui a été écrit par un de mes collègues, je le merge avec mon propre code. Il y a des fois des conflits. Je résous les conflits. J'essaye de faire compiler, et là, je suis les indications du compilateur. Vous avez vu comment ça se passe tout à l'heure, j'ai juste à faire ce qu'il me dit, en gros. Et à la fin, il me dit, ça y est, ça compile. Et là, ça y est, je suis tranquille, je sais que mon appli, elle marche et que j'ai rien cassé. C'est juste comme ça. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que quand vous allez utiliser des packages tiers, il ne va pas y avoir de conflit. Ça ne va pas venir vous casser votre appli parce que vous êtes allé insérer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure l'appli avec les graphes, là, avec pas mal de couleurs sur fond noir. Quand on a fait la première version de cette appli, on a fait une première démo à notre financeur, on va dire, notre donneur d'ordre. Il a dit, bon ok, ça fait le taf, mais... Enfin, il l'a dit plus gentiment que ça, mais c'était moche, quoi. Il n'a pas trouvé ça très joli. Et il m'a dit, il nous a dit, je veux une appli, moi, avec un effet waouh, je veux que les clients aient envie d'acheter le truc, quoi. Donc le lendemain, j'ai fait quelques recherches,
Et j'ai découvert une application qui s'appelle Kite, qui, au niveau fonctionnel, offrait plein de fonctionnalités dont on avait besoin et s'appuyait également sur les Force Directed Diagrams, là, donc avec ce layout automatique des diagrammes. Et elle y ajoutait plein de trucs, la possibilité de modifier, zoomer, dézoomer, des fonctions d'annulation, etc. Des trucs dont on avait besoin, mais qu'on n'avait pas encore codé parce qu'on venait de démarrer, et qui représentaient plusieurs mois de développement. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'on peut intégrer cette lib dans notre appli. Alors, le métier, c'était pas le même. Nous, on affiche des données de cybersécurité. Lui, c'était pas ça. Son truc, c'était pour visualiser des algorithmes de la théorie des graphes. Un truc assez mathématique. Voilà, c'était pas trop notre métier, mais il y avait quand même plein de fonctionnalités intéressantes pour nous. Du coup, on s'y est mis à deux. On a repris cette application-là qui était assez conséquente. Juste le fichier principal sans ses dépendances, il faisait 5000 lignes déjà. Et après, il y avait pas mal de dépendances. Et donc, on a intégré ça dans notre appli à nous. Mais c'était une appli, pas une lib. C'est un truc qui n'était pas prévu pour être intégré dans une autre appli. On l'a intégré dans notre appli. J'ai fait ça avec un de mes collègues, François, et puis au début, quand il a ouvert le fichier, il a vu la taille que ça faisait et tout, il m'a dit, il ne croyait pas, quoi. Il pensait que ça n'allait pas marcher. Au bout d'une semaine, non seulement ça marchait, on avait revu complètement le design de notre appli, elle était beaucoup plus chouette, elle ressemblait à ce que vous avez vu tout à l'heure, et on avait 0 bug. Voilà. Donc ça, c'est possible parce que les applications ont toutes la même structure, elles s'appuient toutes sur l'architecture Helm qu'on a vue tout à l'heure. Et ça fait que j'arrive sans aucune difficulté à intégrer une appli dans l'autre et qu'il n'y aura pas de conflit et que ça marchera quelle que soit l'appli en question. Et puis la killer feature probablement de Helm, c'est le refactoring. Vous modifiez un truc, je vous ai montré tout à l'heure, je change le type et après je suis les instructions du compilateur et ça roule. Et ça, c'est absolument génial parce que ça veut dire que mes applications vont bien vieillir. Même quand elles vont devenir plus complexes, plus volumineuses, je sais que je peux me lancer dans un refactoring, je n'ai pas peur de le faire et au final, je ne planterai pas mon application. Pour peu que j'ai quelques tests unitaires à côté, ça marche sans problème. Et c'est rapide en plus. Alors évidemment, tout n'est pas rose, il y a aussi quelques défauts. Je ne veux pas vous vendre la poudre de perlimpinpin. Il y a quelques soucis. Le plus évident, souvent, quand on démarre une appli un petit peu conséquente, c'est de se demander comment est-ce qu'on va organiser notre appli et comment on va faire communiquer les modules entre eux. En fait, le langage ne propose pas de façon stricte et formelle une manière de faire communiquer les modules. Et c'est peut-être là on sent qu'il manque un framework ou quelque chose. Alors il y a des patterns pour le faire, il y en a plusieurs. C'est à chacun de se dire, voilà, quel pattern que je vais employer, etc. Donc dans les slides, vous verrez, ça c'est un lien vers un article qui recense les patterns, qui les décrit avec leurs avantages et peut-être leurs inconvénients, je ne sais plus. Mais voilà, ça c'est un premier point qui dérange pratiquement tous les gens qui veulent commencer une appli un peu conséquente en Helm. C'est le premier point. Après, ça se surmonte, on trouve, on choisit un pattern et puis on le met en œuvre. Il faut éviter surtout d'en mettre en œuvre 3 différents parce que là, ça va être un peu incompréhensible. Mais à partir du moment où vous avez choisi un, tout va bien. Un truc qui m'a énormément surpris, c'est le jour où j'ai eu besoin de récupérer des headers dans une réponse HTTP. J'ai trouvé ça d'une complexité délirante. Maintenant c'est bon, j'ai le pattern, mais là je pense qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque dans la lib HTTP, ou alors c'est que j'ai pas compris. C'est peut-être ça tout simplement. Mais c'était bon, ça va. Ça m'est arrivé une fois en 6 mois, c'était pas méchant. Et le troisième point faible que je voulais évoquer, c'était le support, on va dire. Il y a un support qui est excellent, mais il est fait via Slack. Et alors, il est vraiment la communauté est super conviviale, très accueillante, très bienveillante. C'est le bon terme, ils sont vraiment bienveillants. Vous y allez, vous expliquez, il y a un channel en plus dédié aux débutants. Vous posez votre question, souvent quelques minutes après, vous avez une réponse très détaillée avec des exemples en ligne, des choses comme ça. Bon, après, c'est Slack. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, comme ils n'ont pas un Slack payant, on perd l'historique. Donc, on repose des questions qui ont déjà été posées 6 mois avant. Ça, c'est un premier point.
Et c'est un deuxième inconvénient, c'est comme ils utilisent relativement peu Stack Overflow, alors, vous pouvez poser des questions sur Stack Overflow, il y a aussi du monde qui va y répondre, mais c'est beaucoup moins utilisé. Et c'est un inconvénient, un effet pervers, c'est que ça conduit les gens qui font des études de popularité des langages à sous-estimer la popularité de ce langage-là. Donc un ordre d'idée, c'est le dernier sondage State of JS qui disait qu'il y avait 4% des répondants au sondage sur 20 000, 4% des répondants qui faisaient du Helm. Donc c'est pas zéro, on n'est pas à 0,1%, c'est pas 20% non plus, c'est pas, voilà, on n'est pas sur TypeScript ou des trucs comme ça, évidemment. Ça reste un langage de niche, quelque part, mais c'est pas non plus complètement ridicule. J'étais surpris du résultat, d'autant plus que moi-même, j'avais pas répondu au sondage en me disant, bah non, c'est pour JavaScript, maintenant je fais du Helm. C'est un tout petit peu sous-évalué. Voilà, donc je pense que ça dessert un petit peu le langage et qu'il gagnerait à utiliser plus Stack Overflow. La conclusion, c'est que pour ce qui nous concerne, en tout cas, tous nos futurs projets seront en Helm. On est vraiment convaincus de l'intérêt. On sent une productivité nettement supérieure depuis qu'on utilise ça, une fois passé la phase d'apprentissage, bien sûr. Voilà. Et en fait, le plus gros défaut, finalement, du langage, c'est peut-être qu'une fois qu'on le maîtrise, on n'a vraiment plus envie de faire du JavaScript. Je suis un peu gonflé de venir vous dire ça à vous, mais voilà, c'est notre expérience. Et si ça vous tente de creuser un petit peu, donc je vous ai mis là quelques liens d'ateliers, enfin de documents que vous pouvez trouver en ligne pour apprendre le langage. Si vous préférez un bouquin, il y a ces deux-là notamment, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont accessibles aux débutants. Après, il y en a au moins un autre que je pourrais vous recommander qui est pour des gens déjà un petit peu plus expérimentés. Et puis, il y a des formations. Donc, Human Coders donne deux formations de 2 jours. Et chez Orange aussi, on peut vous donner une formation sur Helm. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Vous avez mes coordonnées ici ou via Twitter. Voilà, je vous remercie. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour ta présentation. Moi, j'aurais 2 questions. Quand on appli grossit, souvent, on a besoin d'avoir un modèle un peu plus riche. Est-ce qu'il y a moyen de le découper, ton modèle, en parties plus petites, plutôt que d'avoir tout dans un... Ouais. Alors en fait, tu as 2 approches dans Helm. Tu as des gens comme par exemple le développeur de Kite, il a choisi de faire un énorme module. Et de façon surprenante, et ça dérange même un de mes collègues, c'est pas un problème pour moi. En tout cas, pour beaucoup de développeurs Helm, c'est pas un problème, parce que on n'est pas dans souvent on n'est pas dans une exécution séquentielle du code. Si on prend une fonction d'update, tu vas avoir une fonction d'update, c'est un case avec ce que tu fais pour chaque message, la façon dont tu vas traiter le message. Et finalement, tu n'as pas besoin d'appréhender toute ta fonction d'update et d'en faire un modèle mental. Ce que tu dois regarder, c'est juste le traitement d'un message. Donc si le traitement de chaque message, il tient en 2, 3 ou 10 lignes maximum, finalement, ta fonction reste très simple, parce qu'à un moment donné, tu ne regardes que ça. Donc on peut... même si, comme dans Kite, tu as, je ne sais pas, 50 messages différents, ou un truc comme ça, peut-être plus. Et le fichier, il est énorme, mais au final, on s'y est bien retrouvé parce qu'on a fait des modifs dedans. On a compris comment ça marchait pour pouvoir l'intégrer. Il y avait du métier très complexe. On a réussi à s'y plonger rapidement. Alors, on n'a pas regardé toutes les fonctionnalités, mais ça marche. Donc, première population, il y a des gens qui disent, voilà, on peut faire des fichiers assez énormes et tout mettre dedans, et à ma grande surprise, ça marche. Et deuxième population, tu as des gens qui disent, non, moi je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère faire des modules. Et là, on peut effectivement découper le modèle, faire une sorte d'arborescence, pareil pour les messages, et ainsi de suite. Bon, je ne rentre pas là-dedans parce que ce sera un petit peu long à expliquer, mais
Il y a des patterns pour structurer ton application comme ça. Nous, nos applis, elles sont structurées et découpées comme ça. Ok. Et l'autre question que j'avais, c'était sur la gestion des effets de bord. Est-ce que faut attendre que la runtime les supporte ou tu peux en implémenter toi-même? Je prends par exemple si là je voyais un truc HTTP, mais si tu veux faire des choses qui sont un petit peu exotiques, genre du speech to text, enfin des choses qui sont peut-être pas prévues dans la runtime, comment tu fais pour gérer des effets de bord qui sont peut-être pas supportés par la runtime? Alors, je vais pas en dire grand-chose, parce que ça va arriver dans le talk de Rémi juste après, donc il va vous présenter ce genre de truc. Mais grosso modo, si tu veux faire quelque chose que le runtime supporte pas, qui est un peu exotique, tu vas appeler JavaScript, et tu vas dire au JavaScript, tiens, exécute-moi ce truc-là. Mais c'est le sujet du talk suivant, donc j'en dévoile pas. Merci. Le contenu. D'autres questions ? Il y a une autre main qui s'est élevée tout à l'heure. On a répondu ? Non ? Merci. Bon. Je vous remercie. Hop.